de Zeus. Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. À vos casques près radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Voici que la période de Noël disparaît, et avec elle, une année de nos vies. Après avoir rêvé de flocons, sans en voir un seul, après avoir constaté que les foules sont toujours hystériques aux portes des magasins, nous avons traversé un mois inquiétant, mystérieux, embrumé, janvier. Il arrive toujours avec une lourde responsabilité sur les épaules, car c'est le début. Difficile de commencer une histoire. Il y a par exemple celles et ceux qui, pris d'un élan formidable, pensent tout changer. Ici et maintenant, mon destin est clair comme un torrent. Fini les écarts, fini les paresses et les mesquineries. Janvier, mois de la purification. Il y a aussi celles et ceux qui émergent de l'année précédente avec une sorte de gueule de bois. 12 mois viennent de passer, clos dans le bruit, les gueuletons et les feux d'artifice. Et voilà qu'il faut entamer autre chose, chercher l'inspiration, le souffle, alors même que l'année précédente n'a pas fini de chuchoter en nous. Comment être à la hauteur de janvier, de ce début qui claironne ? Bien sûr, je n'échappe pas à la règle. Après un mois de décembre à râler contre le marketing des cadeaux, un mois de janvier à râler contre le marketing des galettes, j'ai cherché autour de moi un peu de paix. Cette paix qui murmure quand on effleure des doigts une fougère. Cette paix des vagues sur le rivage, un matin à 5 heures en Bretagne. Une paix sincère, pleine et forte. Elle nous échappe, cette paix, dans le bruit et l'agitation des villes. La terre sous mes pieds étouffe sous son bâillon gris. Les arbres nus et cubiques, tronçonnés par les machines, font la gueule. Et sans cesse, le bruit des choses, le clignotement des feux, le marteau-piqueur qui creuse, la peur de l'argent qui va manquer. Pourtant, malgré tout cela, une chose me protège. Il existe, dans toute ville, des passionnés. Je les cherche et parfois, avec un peu de chance, je les trouve. Alors nous parlons, et le monde est plus beau. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. Aurélie qui nous propose chaque mois une chronique sur des lieux de Nantes. Tu vas nous parler de cocktails, Aurélie. Oui, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de cette expérience sensorielle qui me transporte, les cocktails et leur fameux mélange. Super. Ensuite, Camille et sa chronique Missive. C'est une fiction épistolaire, c'est ça ? Tout à fait. Salut Georges et salut à tous. Camille. Et quant à la réalisation, c'est Guillaume, aux doigts de fée, qui s'en occupe aujourd'hui. Salut Guillaume. Salut Georges. Merci d'être là. Et aujourd'hui, dans Coup de foudre, nous recevons Violette Boyer, peintre. Bienvenue Violette. Merci, bonjour. Bonjour. Pour te présenter en quelques mots, tu nais et grandis à Paris, avant d'en partir vers l'âge de 6 ans, direction la Bretagne. Après le lycée, tu choisis de retourner à la capitale pour travailler dans l'hôtellerie et le tourisme. Mais t'es pas convaincu par cette voie et tu décides finalement de passer un diplôme art plastique à la Sorbonne. Depuis, tu es venu à Nantes et tu t'adonnes à ta passion, la peinture. Tu valides ? Exactement. Super. Mais avant d'entamer les aquarelles radiophoniques, je te propose un croquis supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre 2 réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. T'es prête ? Prête. Vitesse ou lenteur ? Vitesse. Sucré ou salé ? Sucré. Paris ou Concarneau ? Les deux. Ok. Vote ou abstention ? Vote. Ville ou campagne ? Les deux. Ok. Rouget ou dorade ? Dorade. Ok. Thé ou café ? Café. Penser ou vivre ? Vivre. Chat ou chien ? Chat. Je comprends. Cette réponse qui vient du cœur, je la comprends tellement. Callot ou Turner ? Turner. Organisé ou bordélique ? Un subtil mélange des deux. Passé ou futur ? Futur. Ok. Et on va tout de suite passer à l'interview dont historiquement la tradition à Coup de foudre est de le faire avec la bouche, le jingle de l'interview, puisqu'on n'en a pas en fait. Donc c'est cheap mais c'est chouette. Attention, 1, 2, 3. Oui, magnifique.
magnifique ce jingle. Et c'est l'interview. Alors, tu m'as dit, Violette, avoir toujours baigné dans le monde de l'art avec un père peintre-décorateur et une mère styliste. Est-ce que déjà petite, tu te dis j'ai de la chance, c'est génial comme environnement, ou tu vis ça comme une normalité? Alors, je le vis. Chacun a sa normalité, donc disons que je nais là, donc je ne choisis pas. Après, je me suis vite rendu compte que par rapport aux autres, mes parents faisaient un métier différent, que ma vie était différente, que c'était pas les mêmes cadres, les mêmes codes. Donc, je m'en suis rendu compte comme ça. Mais oui, c'est sûr que j'ai eu la chance de baigner dans le monde de l'art, de la culture toute petite. Très tôt. Très tôt, ouais. D'accord. Et lorsque tu as 6 ans, tes parents donc déménagent de Paris, direction Concarneau, en Bretagne. Quitter la frénésie de la capitale pour une petite ville à l'architecture moyenâgeuse de 20 000 habitants, c'était comment pour toi? C'était très violent. C'est très violent. Quand on est à Paris, on est toujours dans un mouvement continu. J'ai pas eu les mêmes codes parce que justement, avec des parents un peu décalés, on m'a jamais choisi mes tenues vestimentaires. Donc, je pouvais m'habiller avec des lunettes à paillettes pour aller à l'école. Ça n'a jamais été gênant. Plus j'exprimais ma créativité, mieux c'était pour eux. Et plus j'exprimais ma singularité, mieux c'était. Mais quand on arrive dans un petit village concarnois et qu'on n'a pas tous les codes, effectivement, tu prends une petite claque. Donc, il a fallu s'adapter à l'environnement dans lequel je suis arrivée. Oui, le fameux passage de la grande ville à la province. Ouais, peu, quoi. Ouais. Un petit peu, ouais. D'accord, je comprends. Et dans ces âges-là, est-ce que déjà tu pratiques souvent le dessin ou pas? Est-ce que tu as des thèmes qui apparaissent, des choses où tu dessines peut-être ce qui passe, ce que tu vois? Oui, je passais beaucoup de temps seule, donc je dessinais beaucoup. Et surtout, je faisais toujours des créations avec ce que j'avais, quoi. Donc, je me coupais les cheveux, je les collais sur des espèces de personnages. Je me crée un peu un monde fictif. Déjà, toute petite, j'avais vraiment cet univers-là, qui n'était pas que dans le dessin. Le dessin est venu un petit peu plus après. Ça a fait partie évidemment, comme tous les enfants, on dessine tous. Mais j'étais plus dans les sculptures, un peu de tout, la couture, enfin, tout se mélangeait. Un peu des collages, en fait, dans le manuel, quoi. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a vraiment un truc du manuel que j'ai eu tout de suite, ouais. Tu avais peut-être des parents qui étaient pas trop non plus numériques ou trop télé, ce genre de choses? Non, qui t'ont poussé vers... Non, interdiction de regarder la télé. D'accord. Pas de télé, Enfin, complètement dans autre chose, ouais, que l'idée de la famille plutôt américaine qui arrivait, pour beaucoup de familles en France à ce moment-là, avec la télé, les petits codes. Moi, c'était vraiment France Inter ou rien. D'accord. Et donc, c'était autre chose, c'est sûr. D'accord, je pense que ça encourage justement la créativité manuelle. Et après le lycée, tu choisis d'aller vers la sécurité, vers un emploi stable. Ouais. Et tu choisis l'hôtellerie et le tourisme. Qu'est-ce qui t'a amené à ce choix précis? En fait, je pense que puisque j'étais déjà dans l'univers culturel, je fantasmais pas d'être artiste parce que j'ai vu mes parents galérer pendant des années, pas avoir de reconnaissance, devoir toujours se positionner d'une certaine façon pour affirmer quelque chose, devoir vivre un peu de l'autre côté de la vitre à Paris, parce que Paris, quand t'as pas d'argent, c'est très compliqué. Donc j'ai vu tous ces côtés-là, de travailler sans compter les heures et de pas savoir comment tu vas finir les fins de mois. J'ai vu aussi ce côté-là. Donc du coup, je me suis dit, non mais moi, je vais pas faire comme mes parents. Je vais choisir une voie cool, où je vais taffer, développer des passions à côté, mais surtout, je veux de la stabilité, de la sécurité et de l'argent. Bien sûr. Ça paraît un peu... Non, mais ça semble logique. Je veux dire, si tu as connu la difficulté ou la galère, derrière, ça fait peur, quoi. Ouais. Je pense qu'on est tous pareils, on a tous ce genre de réaction-là. Et c'est donc une période parisienne, à nouveau, pour toi, ouais. Dans une agence de croisière de luxe. Est-ce que tu peux nous parler de ce monde, de ton vécu là-bas? Alors, c'est un monde à part. J'ai travaillé pour eux, j'en étais très contente, donc je les remercie quand même. Mais c'est sûr qu'on a affaire à des gens qui parlent en centaines d'euros sans problème. C'est souvent des personnes d'un certain âge, avec des convictions politiques très éloignées des miennes. Le luxe, c'est un monde où tu dois être à disposition tout le temps. Tu dois t'écraser tout le temps. Tu fais partie du décor, tu dois tout préparer pour que les gens soient contents, mais on ne doit pas te voir. Donc, c'est une façon de travailler qui est un peu dure. En tout cas, où je ne me reconnaissais pas. Oui, je comprends.
C'est intéressant ce que tu dis sur ce milieu du luxe. Moi, c'est vrai que c'est un milieu que je connais absolument pas. Bon. Et du coup, c'est intéressant ça, d'être toujours au service d'eux, de devenir une espèce de presque machine parfaite qui sert des gens parfaitement, mais qui derrière doit immédiatement disparaître, quoi. Exactement. Cette disparition de l'humain pour devenir un service pur, en fait. Ah, c'est intéressant. Et puis, bon, on va vite, hein, mais un petit peu obligé. Tu décides de revenir à tes premières amours, qui donc sont l'art. Ouais. Tu fais la Sorbonne à Paris pour obtenir un diplôme. À ce moment-là, est-ce que c'est libératoire pour toi? Est-ce que tu es plutôt dans un côté flippé en te disant, oula, je voulais aller vers la stabilité, et puis d'un seul coup, je vais peut-être plutôt vers l'instabilité potentiellement? Ou est-ce que tu te dis, non, je suis sur la bonne voie, je sais où je vais, on y va, quoi? J'ai eu le temps d'y réfléchir et je me suis vraiment rendu compte que je m'ennuyais terriblement et qu'une vie ennuyeuse, c'est pas une vie. Et que finalement, il m'a fallu ce temps-là pour le comprendre et que quand j'ai pris ma décision, j'étais prête à assumer, de faire comme mes parents, prête à assumer ma place à moi et de m'être détachée aussi de ce que eux ils étaient, puisque mon père est peintre et que j'ai toujours eu peur de faire un mauvais lui. Et du coup, non, je pense que quand j'ai pris ma décision, là, j'étais prête à affronter l'instabilité. D'accord, dans ta tête, c'était clair, c'était ça y est, Ouais. c'était le bon moment, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, on va se faire une petite pause dans l'interview. Il est 13h36 et vous êtes toujours dans l'émission Coup de foudre où nous recevons l'artiste Violette Boyer, qui est peintre. Et pour cette seconde partie d'interview, je commence avec une question sur Nantes, Violette, puisque tu arrives à Nantes en 2019, donc ton diplôme en poche. Pourquoi Nantes? Est-ce que c'est parce que c'est proche de la Bretagne ou tu avais une affection pour cette ville, peut-être? Eh bien, parce que j'ai des amis d'enfance ici. Donc, ça me permettait d'avoir un point de repère. Je voulais une ville assez grande. Je voulais me rapprocher de ma mère et de la Bretagne. Donc, voilà. Je suis venue pour un week-end et je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille, en fait. T'es tombé sous le charme de la vie, simplement. Carrément. Très bien. Et puis pour parler un petit peu plus maintenant en détail de ton travail pour que les auditeurs et auditrices se représentent un petit peu dans leur esprit ce que tu fais, on retrouve donc pas mal de peintures à l'aquarelle, notamment des poissons. Tu as d'ailleurs fait un calendrier 2023 qui en comporte. Il est toujours commandable d'ailleurs? Non, il est plus commandable. J'en ai vendu une très grande partie. Donc là, ceux qui restent, je les offre aux personnes qui m'ont aidé à le mettre, à le faire naître. D'accord, très bien. C'est une bonne nouvelle. S'ils sont épuisés, c'est plutôt bien. Ouais, je suis contente. Est-ce que c'est donc une fascination que tu as pour la faune sous-marine? Oui, alors c'est venu avec le temps. C'est vrai que mon beau-père était moniteur de plongée. Il a travaillé sur les bateaux à voile, donc j'ai fait beaucoup de plongée. J'ai été baignée aussi dans l'univers marin dès petite. Et le silence qu'on ressent sous l'eau m'a toujours vraiment parlé. Et on n'est que dans l'image. Donc pour moi qui suis peintre et qui a un rapport très fort à l'image, dans l'eau, le son est coupé et on ne peut que observer un monde auquel on n'a pas accès. Et donc c'est à travers ça que je me suis intéressée aux poissons. Et puis en fait, plus on s'y intéresse, plus on se rend compte qu'ils sont étonnants, qu'ils ont plein de choses à nous apporter. Et au niveau de l'esthétique, je trouve qu'ils sont magnifiques. Je trouve que c'est des objets d'art à eux tout seuls. Et voilà. Oui, c'est beau ce que tu dis. Et intéressant aussi effectivement de souligner qu'en se privant d'un sens, donc ce dont tu dis le son sous l'eau, eh ben, on éveille l'autre d'autant plus fort, quoi. Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as peut-être un intérêt du coup pour l'apnée ou les apnéistes, parce que moi c'est un domaine où je m'étais intéressé, notamment Guillaume Néry et sa compagne Julie Gauthier qui danse sous l'eau. Ouais. Incroyable. Et c'est vrai que c'est des milieux fascinants. Et même les poissons des abysses aussi, qui sont des trucs où tu te dis, mais on a ça sous la planète qui ils sont hyper étonnants. Ils sont hyper ça étonnants. te donne pas envie de les dessiner un petit peu, les lamproies et autres? Si, après, je réfléchis aussi à ma partie d'aquarelle, c'est que ça reste aussi décoratif. Je veux que ça soit quelque chose de léger, qu'on puisse vraiment ce truc-là décoratif, mais en même temps personnel et presque un artisanat d'art. D'accord. Donc il faut qu'on ait envie de les mettre chez soi. Oui. C'est hyper intéressant et hyper beau, les poissons des abysses, mais je ne sais pas si tout le monde a envie d'avoir une bête monstrueuse au-dessus de son salon. Donc je réfléchis aussi un petit peu comme ça, mais par contre j'aime bien en parler à travers des petites anecdotes et je les mettrai peut-être plus en avant dans
par ce biais-là. Oui, c'est vrai qu'ils sont un petit peu inquiétants. Ils sont un peu T'as pas envie de les inquiétants, rencontrer dans une ruelle à 3h du matin, quoi. Non. Et d'ailleurs, cet amour de la mer et de la vie qu'elle renferme, est-ce que ça occasionne chez toi une démarche écologique, du coup? Parce que j'ai vu que tu faisais par exemple des posts sur les réseaux, notamment Instagram, avec des petites questions sur les poissons. J'ai vu les pieuvres rêvent-elles, par exemple, que j'ai trouvé jolies. Bah, oui, parce que on sait que c'est un habitat qui est vraiment en danger. Et j'essaye aussi de mettre en valeur les poissons de nos côtes, les poissons qu'on mange, dont on ne s'intéresse pas tellement. On se dit le maquereau, oui, la dorade, la sardine, c'est pas très intéressant, mais ils sont magnifiques, ils sont juste à côté. Ils seront peut-être plus là. Donc, j'ai envie de les mettre en valeur et qu'on se rende compte de leur valeur et que quand on pêche, quand on prend quelque chose, on emprunte et il faut savoir le rendre à un moment donné. Donc, c'est plus, c'est pas un message clair écolo, Mhm. mais j'aimerais que quand même ça mette en avant ces espèces. Bien sûr, ouais, il y a quand même une démarche autour de l'équilibre, quoi. Ouais, Donc, exactement. on prend, on donne, c'est normal, ouais. Ouais. D'ailleurs, petit fun fact rigolo pour celles et ceux qui nous écoutent, avec la quantité de microplastiques qu'il y a dans les océans, notamment dans la chair des poissons, on avale l'équivalent d'une carte bancaire chaque semaine. Voilà. Bon, si on peut faire attention au plastique et pas le balancer dans la mer, c'est pas plus mal. Je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très précis et de méticuleux dans ta peinture. J'ai vu aussi, j'ai cru voir ça, tu apprécies les peintres pointillistes, si je dis pas de bêtises, ou j'ai vu un tableau en tout Oui, cas. oui, j'ai vu, parce que c'est une vue de Concarneau. Ok. Ah oui, donc Et, ça résonne pour toi. Voilà, donc ça résonnait pour moi. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de peintres impressionnistes et post-impressionnistes qui sont venus en Bretagne, Mhm. qui ont su mettre en... Dont Turner, si je dis pas de bêtises. Oui, il a Mhm. été aussi plutôt dans la Loire aussi. D'accord. Bretagne, mais surtout, il a fait toute une traversée de la Loire. D'accord. Et la question c'était, est-ce que du coup tu te considères comme une peintre réaliste? Oui, oui, parce que je travaille que sur des sujets figuratifs, que ce soit dans ma peinture à côté ou dans Violet and Sea. Effectivement, j'aime bien le côté technique. J'aime bien être une bonne technicienne. Enfin, j'aime vraiment ce côté-là d'exercer un pouvoir manuel. D'accord. Oui, je comprends. C'est ce dont tu parlais, de l'artisanat de l'art. Exactement. Une forme d'artisanat Ouais. avant tout. Je comprends. J'ai vu moi aussi il y a peu de temps une vidéo sur la vie de Picasso. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés, ça s'appelle Picasso égale grosse merde. Voilà, c'est une vidéo Ouais. très intéressante qui apparemment traitait extrêmement mal les gens autour de lui, notamment ses compagnes. Est-ce que tu penses que les artistes ont un devoir d'exemplarité ou ce qui compte, c'est l'œuvre? Je pense que les artistes sont avant tout des êtres humains et qu'on ne peut pas se cacher derrière un nom, un pseudo, une œuvre. Et que il faut pouvoir se regarder dans la glace, il faut pouvoir respecter les gens qui sont autour de nous. Et c'est plus une valeur humaine et qu'elle s'applique dans tous les domaines, dont l'art. Et voilà, soit on choisit d'être une grosse merde, soit pas. Voilà, mais après, je pense que le tableau n'a pas forcément à voir avec ça. Je peux apprécier des œuvres de personnes qui n'étaient pas des personnes bien. Ça n'empêche que leur travail est remarquable, mais leur personnalité et ce qu'ils étaient en tant qu'hommes, ça, j'ai pas envie de le respecter. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est logique. Et pour le futur, tu dis avoir un autre projet artistique qui est lié au rapport à l'autre et aussi à l'acceptation de la maladie. C'est un projet que tu prévois pour automne 2023. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à essayer de construire mon projet plus personnel, justement sortir de l'artisanat d'art et là m'exprimer moi en tant qu'artiste. C'est la première fois que je vais le faire, donc justement je peux être un peu méticuleuse, donc c'est un truc que je travaille depuis longtemps. Je viens d'une famille où mon frère et ma sœur sont malades, ils ont un handicap mental. Donc ça a été compliqué pour moi de trouver ma place. Tout a été singulier dans mon rapport à la famille, aux autres. Il y a des codes qu'ils n'ont pas, que j'ai pas. Et j'avais vraiment envie d'utiliser cette chose-là qui peut paraître négative comme quelque chose, comme une vraie expression de qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là. Comment trouver sa place? Qu'est-ce qu'il en ressort de ce qu'on a vécu?
et que ça sorte aussi de moi dans des sujets où tout le monde peut se projeter. Oui, je comprends. Donc, je parle de l'acceptation du deuil de l'autre, donc faire le deuil de comment aurait pu être la personne et comment elle sera. Oui. Ce sera son chemin et on est obligé de l'accepter. Bien sûr, oui. Sur les troubles alimentaires, sur plein de sujets comme ça, et qui sont beaucoup plus larges que moi. Et en fait, beaucoup Bien d'êtres sûr. humains ont fait face à ce genre de sujet. Et j'aimerais essayer de le raconter avec poésie. Et voilà, c'est ce projet que j'espère mettre en place pour automne prochain. Ouais, c'est à la fois la portée catharsistique et à la fois la portée universelle Exactement. qui fait tellement de bien, qui permet de guérir par Ouais. l'art. Ouais, c'est chouette, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Violette d'être venue nous voir. Avec plaisir. Il est 13h48 et vous êtes dans l'émission Coup de foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, celle de Camille. Missive. Chère Louise, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Enfin, j'ai l'impression. Je t'observe tous les jours. Bon, je sais, c'est vache, mais t'avais qu'à pas racheter ma maison aussi. Je t'avoue qu'au début, quand vous avez débarqué avec ton mari et toutes vos affaires, ça m'a foutu un coup. Ma maison, vendue à des inconnus. Bon, je sais bien, j'étais morte. Mais quand même, tous ces souvenirs, tout ce que j'y ai construit, balayé, rasé par une nouvelle famille. Au début, je boudais. Je voulais pas mettre les pieds à l'intérieur. Je restais dans le jardin, les bras croisés. J'observais les travaux, je râlais. J'avoue même avoir effrayé quelques ouvriers. J'ai même pensé à te hanter. Mais je crois que c'est pas trop mon truc. Bon, assurément, ça demande trop de créativité et je crois que je suis pas assez méchante pour ça. Puis, j'ai fini par me faire à l'idée. Ah, le temps fait toujours son œuvre. À vrai dire, j'aime bien ce que t'as fait de la maison. Ça manque un peu de bois à mon goût, mais globalement, tu t'es bien débrouillée. Surtout vu le contexte. J'ai l'impression que tu me vois pas, mais au fond, tu sens ma présence. Tu préfères peut-être pas trop creuser cette intuition, mais tu sens quelque chose. Comme ce jour où tu t'es brusquement retourné ton bol de céréales entre les mains, t'aurais vu ta tête. Je sais pas ce qui se passerait si tu me découvrais. À vrai dire, ça me plairait bien qu'on discute toutes les deux. Mais j'aime bien aussi l'idée de te laisser toute la place. Tu me fais penser à moi, jeune. Je sais ce que c'est de devoir se débrouiller seule. Bon, tu t'es pas facilité la tâche aussi, hein. Partir à l'autre bout de la France. Et puis lui, qui part. Bon, je sais qu'on n'aime pas trop entendre ça, mais t'es quand même mieux sans lui. Les hommes sont lâches. Bon, je sais de quoi je parle, hein. Mon ex-mari, Yvan, enfin je dis ex-mari, mais nous n'avons jamais été divorcés, bien que nous ayons été séparés depuis plus de 40 ans. Bref, Yvan, il n'était pas là souvent non plus. Même lors du premier accouchement, il n'était pas là. C'est dire. Alors oui, bon, il va y avoir des moments pas faciles. Ça a commencé d'ailleurs. Mais t'as raison de te battre pour ce que tu veux obtenir. La maison, ta serre, ton projet. Lorsque j'étais encore en vie, j'entendais souvent dire que si un fantôme restait dans une maison, c'est que le défunt avait quelque chose à régler avec le monde des vivants. Qu'il veut pas partir pour une raison. Mais pas du tout. C'est des foutaises qu'on raconte aux enfants. Moi, si je reste là, c'est parce que c'est chez moi. J'ai toujours aimé cette maison. C'est une des rares choses que j'ai réussi dans ma vie. Ma maison. Je me suis battue pour la garder. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui te bats pour que cette maison reste la tienne et devienne une partie de toi. Comme je te comprends. Tu sais, Louise, au début, je t'en voulais d'avoir détruit la cloison de ma chambre. C'est là que je gardais bien au chaud et secrètement la mémoire de Michel. Cette minuscule boîte lors des travaux, tu l'as pas vue évidemment. Ni l'agent immobilier, ni les ouvriers, ni même les enfants, personne ne l'a jamais découverte. Finalement, c'était tellement une bonne cachette que la mémoire de Michel a disparu avec la mienne. Ah, tant mieux. Ironiquement, nous sommes enfin réunis par cet ultime silence. Que la maison a changé. Mais certaines choses ne bougent pas. Comme cette poutre. Si tu savais le nombre de fois où je me suis cogné la tête, moi aussi. Je peux pas m'empêcher de rire à chaque fois que je te vois pester contre elle. Oui, définitivement, on se ressemble. Même notre rancœur. Je t'entends quand tu parles avec ta famille au téléphone. Pas facile de pardonner à ceux qu'on aime, hein. Je vais pas te faire la morale, on se connaît à peine.
Oh, je sais surtout qu'il y a très peu de chances que tu lises cette lettre. Mais si par miracle tu m'entends, n'attends pas comme moi qu'il soit trop tard. Tu sais, j'ai été surprise par ma mort. Oh, je savais que j'allais mourir un jour, évidemment. Mais je pensais pas que ça allait arriver comme ça, à ce moment-là. Tu me diras, c'était rapide. Mais il y a 2-3 choses que j'aurais aimé dire. Bon, je vais pas te salir le couplet de « j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça ». Non, vraiment, j'ai bien vécu. Mais si ma sagesse de vieille radoteuse peut t'apporter quelque chose, souviens-toi que rien ne remplace la douceur de l'étreinte de ceux qu'on aime. Je t'embrasse, Louise, et dors sur tes 2 oreilles. Je veille sur toi. Ta Janine. Il est 13h56, vous êtes dans l'émission Coup de foudre et c'est l'heure de la seconde chronique, celle d'Aurélie. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection ? Georges, Violette, Camille, le Dry January, c'est fini. Aujourd'hui, j'avais envie de célébrer la fin de cette sobriété d'après-fête en vous parlant des cocktails qui me transportent. Déguster un cocktail, c'est véritablement un plaisir d'esthète et de gastronome, centré autour de l'équilibre délicat des ingrédients et d'une belle présentation. Alors fini le mélange de jus de fruits et manzana, passoa, Malibu, bellesse de l'adolescence, contre lesquels on est souvent vacciné après quelques excès. Place aux notes fumées, amères, acidulées, des saveurs plus clivantes et non moins excitantes. Gin de tous les pays, rhum vieux, angostura et autres bitters, mélange parfois improbable ou iconoclaste de spiritueux communs et des vénérables cognac ou champagne, les alcools du monde, bourra, mescal, les désuets, bénédictine, grand marnier, les infusions de thé, d'herbes, d'épices, les fleurs, les sirops. Souvent, je recherche dans un cocktail un mélange subtil et fin que je ne pourrais pas refaire chez moi, des ingrédients raffinés, la surprise de l'ingrédient mystère, l'effet waouh de la décoration délicate, ou le sourire de la déco kitsch parfois. Et puis le geste sûr et chorégraphié du mixologue. Mais il m'arrive d'être séduite par la simplicité percutante d'un grand classique parfaitement exécuté, avec 2 ou 3 ingrédients bien sélectionnés. La finesse d'une margarita, le soyeux d'un Bloody Mary. L'équilibre est tellement subtil qu'il suffit parfois d'un changement infime pour emmener ailleurs un classique. Le cocktail, vous l'avez compris, pour moi ce n'est pas juste ce qu'il y a dans le verre. Ce sont aussi les ambiances, aux lumières tamisées, les conversations feutrées, la musique lounge, les verres qui teintent, les glaçons qui s'entrechoquent, le ballet qui se joue derrière le bar. Alors je n'ai pas de cocktail préféré, mais des madeleines de Proust de moments délicieux à me remémorer, parce que c'est une expérience sensorielle complète, goût, toucher, odorat, vue, oui. En convoquant les ingrédients, les sensations, on revoit le lieu, le paysage, on sent la brise chaude qui nous caressait la joue, le sable entre les orteils. On retrouve les plages, les paysages de montagne, les rooftops, la bonne compagnie avec qui on a partagé ce moment. Combien de fois ai-je tenté de reproduire à la perfection un cocktail pour accompagner un souvenir qu'il me prenait de me repasser en boucle comme un vieux disque. C'est par exemple mon premier tiponche en Martinique, offert au comptoir en attendant ma pizza pour me remettre de mon voyage harassant. Un petit verre en plastique, rempli d'ingrédients très simples, mais un accueil d'une générosité que j'associe désormais à ce délicieux breuvage. C'est le London Mule préparé par mon ami Guillaume avec un zeste de concombre que je dégustais chez mes amis lors d'une soirée d'été mémorable, marquée par les rires et une complicité revigorante. C'est le mélange énergisant de menthe pastille, violette et vodka offert vendredi dernier par un charmant barman. Le digestif du digestif, servi pile au bon moment. Vous savez, ce moment où la soirée bascule, d'un dîner au restaurant vers autre chose, une soirée de danse et de lâcher-prise. Alors à ce stade, vous devez mourir d'envie d'aller boire un cocktail, ou alors j'ai complètement raté ma chronique. Alors je n'ai pas la prétention d'avoir tout testé à Nantes, mais je ne saurais que trop vous recommander de traîner vos papilles au 1933, rue Voltaire, pour tester des mélanges de caractères dans un décor de vieux train, à l'ambiance Orient Express. Ou peut-être préférez-vous le bootlegger, rue Kervégan, sa carte délicieuse et ses très bons Virgin Cocktails qui m'ont sauvé des apéritifs ennuyeux durant quelques mois d'abstinence. Testez, savourez et sentez. Merci beaucoup Aurélie pour cette chronique, ça fait penser à 2 choses là pour terminer, conclure l'émission. La première c'était au roman À rebours de Huysmans,
où justement il parle de tous ces alcools et plein de choses comme ça, avec un raffinement et un luxe de détails incroyable. Et la deuxième chose, c'est que j'ai quand même beaucoup de chance parce que je suis entouré de beaucoup de talent dans cette pièce et je me sens à ma place, donc ça me fait très plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci Violette Boyer d'être venue nous rendre visite. Et moi, je vous donne rendez-vous le samedi 4 mars pour l'épisode 6 de cette seconde saison de Coup de Foudre. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.